Il y a eu la révolution culturelle, mai 68, les Rolling Stones, les Cheveux Longs, les Black Panthers, les Palestiniens, l'Underground, et depuis 2-3 ans, plus rien. Est-ce que je dois te rappeler que t'es Arrête pas de chez toi? arrête de m'appeler mon ami déjà. Toi et moi, on n'est pas si amis que ça. Hein? Donc déjà, tu vas redescendre. Je suis pas ton ami. Tu me vois prendre mon pied et attaquer des vieilles dames avec nos futurs tatoués sur la poitrine? Je comprends rien de rien à ce qui se passe. T'as qu'à voir à la télé, les mecs, ils ont pas de ventre, on sait même pas s'ils chient. Mais célébrer, pourquoi vous les célébrez, le cinéma? Parce Il est pas assez célèbre, déjà? Ou il l'est plus assez? Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'Éclipse. Ce soir, je suis en compagnie de Lucas. Comment ça va, Lucas? Ça va. En duplex parce que je suis pas chez moi. Donc c'est pour ça que mon son va être un peu plus pourri que d'habitude, mais on est là. Pas de souci, il est déjà très bien, il peut pas être pire que le mien. Et je suis aussi avec Arthur. Comment ça va, Arthur? Ça va comme un lundi et toi? Ça va très bien, je te remercie. Et ce soir, c'est un nouveau vidéoclub hommage à un réalisateur qui nous a quittés le 20 janvier 2025, qui s'appelle Bertrand Blier. Ce con de Bertrand Blier, comme il dirait, puisque si vous avez vu le vidéoclub de Combini, il y a une phrase très très drôle de Bertrand Blier qui dit quand je veux tourner un film, je me demande constamment que ferait ce con de Lynch. Eh ben, Bertrand Blier a décidé de nous quitter, enfin décidé, c'est un grand mot, une semaine après Lynch, et c'est pour ça que l'on vous fait un épisode une semaine après celui de Lynch, en hommage à Bertrand Blier, donc réalisateur de films français, fils de l'acteur Bernard Blier, né en 1939. Et pour commencer la présentation de ce réalisateur, je vais laisser Lucas présenter le film qu'il a choisi. Alors, quand tu as évoqué l'idée de faire une rétrospective Blier, j'étais un peu mi-figue, mi-raisin, parce que bien que ce soit un réalisateur que enfin, j'aime bien, faut avouer que nombre de ses films, notamment les plus cultes, ont quand même pris un sacré coup de vieux ces dernières années, notamment sur la façon dont ça aborde la sexualité et tout. Et je trouve que malgré tout, ça reste des films assez drôles, assez intéressants. Mais il y a quand même, il y a un truc un peu bizarre quand on regarde Préparez vos mouchoirs, ou quand on regarde Les Valseuses, etc. Mais il y a un film qui, lui, je trouve, a pris presque, comment dire, a vieilli un peu comme du bon vin sur les relations hommes-femmes, à revoir en 2025, quoi, où aujourd'hui, je pense que les relations, en tout cas, selon les stats officielles du ministère des relations femmes-hommes, de l'égalité femmes-hommes, pardon, le dit, il n'y a jamais eu autant de misogynie qu'aujourd'hui, et il n'y a jamais eu, je pense, la guerre des sexes a atteint son paroxysme, quoi, ces dernières années. Et donc, c'est le film que j'ai choisi, c'est Kalmos, donc sorti en 1976, et d'ailleurs, premier gros échec au box-office de billets. Pardon, monsieur, la rue Gustave Flaubert, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous allez foutre, Gustave Flaubert? Ça ne me regarde pas, monsieur. Alors m'emmerdez pas, c'est tout ce que je vous demande. Vous pourriez être aimable. En quel honneur? Ça, c'est incroyable. Je lui demande un renseignement, il m'insulte. De quel droit vous lui demandez un renseignement? Même dans la rue, on peut plus avoir la paix maintenant. Vous veniez nous les briser jusque sur les trottoirs. Y a pas de renseignement, y a pas de rue Gustave Flaubert, y a plus rien. Vous croyez pas que c'est un homme fatigué? À deux doigts du break? Vous cherchez l'incident ou quoi? Donc, je vais vous lire un résumé. Bref. Deux hommes, Paul Dufour et Albert, décident de fuir la ville et s'installent dans un village perdu pour se requinquer la santé contre alcoolisme et amitié solidaire. Bon, alors, le résumé est vraiment plus que succinct. C'est une sorte de buddy movie à la française, à la Blier, comme il a su le faire dans les années 70, un peu érotique. Et donc, c'est l'histoire de Jean-Pierre Mariel et Jean Rochefort. Alors, Mariel, c'est Paul Dufour, qui est un gynécologue. Rochefort, c'est un Mac. Ils sont tous les deux parisiens. Et en fait, ils en ont plein le cul des femmes d'eux. Et donc, ils décident tous les deux de partir faire des gueuletons de bons vivants, quoi, comme on dirait, à la campagne, où ils vont retrouver d'ailleurs le curé Bernard Blier, donc le père de Bertrand Blier. Et bon, le film va partir au fur et à mesure, va glisser, va partir de la comédie un peu
absurde, va glisser vers de plus en plus d'absurde. Il va y avoir une guerre des sexes, mais mise en scène d'une manière comme une véritable guerre, quoi, avec des tanks et tout. On a cette scène où les gars sont réduits en esclavage sexuel dans des lits d'hôpitaux à se faire traire comme des vaches, quoi, toute la journée. Et puis ça termine qu'une scène complètement surréaliste où ils tombent, littéralement, ils sont minuscules et ils atterrissent dans une énorme vulve. Voilà. Je pense que j'ai fait un peu le tour du film, donc je vais vous laisser me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de Calmos. J'en souviens plutôt bien, surtout cette scène de fin qui a quand même à l'époque, je pense, un peu choqué. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, qu'aujourd'hui un film comme Calmos ne pourrait plus être fait, etc., etc. Je pense que déjà à l'époque, c'est un film qui ne pouvait pas réellement être fait et qui a dû faire plutôt scandale quand il est sorti. Alors, je n'ai pas forcément retrouvé d'article qui en parle à proprement parler, mais c'est assez sûr. Moi, ce que je me souviens, c'est un film qui a, oui, en effet, un peu mal vieilli, mais qui reste assez drôle et finalement assez fin parfois sur les relations entre les hommes et les femmes qu'on peut avoir dans une relation, soit purement amoureuse ou sentimentale. Alors, quand je dis assez fin, faut pas non plus penser qu'il y va avec la subtilité d'un auteur du XXe siècle ou du XIXe siècle plutôt, mais ça reste quand même plutôt efficace et plutôt très drôle comme film, en tout cas du début à la fin, avec deux acteurs principaux absolument incroyables en termes d'acting et de citation. Je pense que la moitié de leurs phrases pourraient être pourraient être aujourd'hui citées par cœur quasiment par les plus grands fans du film parce qu'ils sont vraiment excellents dans ces rôles de gros beaufs. Ça peut faire penser au Pont d'Aven ou des choses d'Aven ou des choses comme ça comme type de film. C'est vraiment le gros film avec des gros sabots des années 70, je pense mai 68. Et malgré tout ce qu'on pourrait lui reprocher aujourd'hui, malgré le fait qu'en effet ça doit être compliqué pour les programmateurs des différentes chaînes pour rendre hommage à Blier de montrer des films de cette époque-là, parce que c'est toujours un peu lourd, voire même totalement déplacé. On pourrait en parler d'autres qu'on va pas citer aujourd'hui, mais sur des thématiques qui aujourd'hui feraient totalement scandale, voire feraient interdire le film ou même interner en prison le réalisateur, comme celui qu'il a vu faire Beau-Père avec Devers. Mais pour ce qui est de Calmo, je pense que c'est pas si bête que ça comme film et que c'est vraiment très drôle en fait. C'est à prendre je ne sais pas à combien de degrés. Alors on pourrait reprocher tout le monde de dire oui, mais souvent en dessous de l'humour, on dit des choses vraies. Bah là, bon, pourquoi pas, il dit des choses vraies, mais c'est quand même très bien fait, très drôle, très bien filmé et surtout très très bien écrit. Ce qu'on retrouve plus dans les comédies actuelles, que ce soit lourd ou beauf, on s'en fout un peu. Mais c'est quand même un humour qu'on retrouve plus en termes d'écriture, en tout cas dans les comédies actuelles, et je le conseillerais toujours, même encore aujourd'hui. Je me permets juste de revenir à une seconde avant de te laisser donner ton avis, Jordan. J'ai oublié, enfin, j'y ai pensé en fait quand on parlait Arthur, mais ce qui fonctionne surtout dans le film, c'est aussi le duo d'acteurs. C'était déjà le cas avec Devers et Depardieu dans Les Valseuses ou dans Préparez vos mouchoirs, dans tous ces films-là précédents. C'est vraiment, là, on a quand même Marielle et Rochefort, donc on est dans un truc beaucoup plus bourgeois que d'habitude, mais ça fonctionne. Enfin, c'est ça ce qui est excellent, quoi. C'est un pur film d'acteur et on l'évoquera un peu plus longuement. D'ailleurs, tous les films de Blier sont des films d'acteurs. Mais je pense que voilà, c'est un point à appuyer. Tu parlais des dialogues et c'est ça c'est leur manière de déclamer, leur timing, tout. Si vous aimez Marielle, si vous aimez Rochefort, enfin là, c'est vraiment dans ce qu'ils ont fait de mieux. Je vous rejoins tous les deux quand vous parlez de la qualité d'écriture. C'est quelque chose qui est quand même plutôt inhérent à Blier, hein. Je veux dire, peu importe les films que vous avez vus, peu importe les films que vous verrez peut-être, c'est toujours quelque chose. Il y a toujours un bonheur de la réplique déclamée. Même dans ces films les plus faibles, il y a toujours cette manière bien particulière de dire une réplique, même dans ces films les plus méconnus, comme Combien tu m'aimes par exemple, avec des acteurs qu'on n'attendrait pas forcément dans un univers à la Blier comme Bernard Campan. Il y a toujours quelque chose qui se dégage, il y a toujours, c'est vraiment quelqu'un qui écrivait super bien ses films et qui réussissait à les faire dire par ses acteurs. C'est vraiment quelque chose de fort. Moi, sur Calmos, pour être tout à fait franc, j'ai un petit problème, c'est que, en fait, je me suis un peu ennuyé. C'est-à-dire que j'ai adoré le début, j'aime beaucoup le début. En plus, le début commence avec une scène qui est vraiment très absurde de Marielle qui tartine du pâté sur une tranche de pain devant parce qu'en fait, du coup, il est gynécologue, donc c'est devant une femme qui se déshabille et qui se met à écarter les cuisses devant lui. C'est juste totalement absurde. Et rien que là, ça pose le ton et c'est assez drôle. Et puis avec le temps, il se met en place cette espèce de dégoût de la femme qui est ressenti par les personnages de Marielle et Jean Rochefort.
et cette volonté de faire un petit peu les épicuriens, de profiter de la vie en étant assez loin. Et ça, là-dessus, il y a vraiment un enchaînement de répliques qui sont vraiment savoureuses, qui sont vraiment très drôles, avec notamment, du coup, Marblier, c'est ce que tu as cité tout à l'heure. Et pour moi, c'est vraiment toute ma partie préférée du film. Et je trouve que le problème, c'est que à vouloir partir dans cette espèce de semi-dystopie des femmes qui se mettent à être surpuissantes et à les traquer, et cette espèce de limite presque qui flirte avec la science-fiction et le fantastique vers la fin, j'avoue que j'ai un peu décroché parce que c'est pas quelque chose qui, voilà, je sais pas, ça m'a pas accroché, et en soi, c'est une sorte de risque pour Blier, hein, de faire quelque chose comme ça, parce que je pense pas que ce soit quelque chose qu'il a fait avant. Il me semble pas qu'il reproduira l'expérience plus tard. D'ailleurs, Blier a dit plusieurs fois, il me semble, après la sortie de Calmos, que c'était un film qu'il regrettait, qu'il l'avait fait un peu vite, un peu bâclé, qu'il aurait aimé peut-être passer plus de temps, qu'il le trouvait un peu, voilà. Effectivement, tu l'as dit, Arthur, le film a été assez mal reçu à l'époque. Il a été un peu désossé par la critique, au point que Jean Rochefort s'en était défendu. Si je dis pas de bêtises, c'était dans Le Masque et la Plume, en disant que ça avait un peu affecté toute l'équipe qui avait tourné dans ce film-là, parce qu'il pensait vraiment que ça allait marcher et que c'est un film qui allait voilà, qui allait trouver son public. Surtout que c'est alors si je dis pas de bêtises, le troisième film de Blier après Les Valseuses, qui avait été un gigantesque carton. C'est vrai que ce sont des films qui vieillissent peut-être un peu plus quand tu les connais pas. T'as des films cultes comme Les Valseuses ou Tenue de soirée qui, malgré leur côté un peu gros sabot, vulgaire, fonctionnent toujours très bien dans l'imaginaire collectif, on va dire l'imaginaire public, parce que ça a été de gigantesques succès à l'époque. Ça l'est peut-être un peu moins pour Calmos, et du coup il est moins rentré on va dire dans la culture populaire, mais ça reste, ne serait-ce que pour sa première demi-heure, assez génial. Moi, ce que je trouve un peu particulier dans ce film que je juge maladroit, j'ai l'impression qu'il est presque accidentellement féministe au regard de 2025, genre parce que on pourrait presque croire que ce qu'il décrit comme une situation d'homme harcelé dans une société matriarcale est en fait l'inverse de ce que peuvent penser les femmes dans une société patriarcale. Elles sont pourchassées par les hommes veulent toujours d'elles, les hommes veulent toujours du sexe, les hommes ci, les hommes ci, les hommes ça, et je ne pense pas que c'était une volonté de Blier à l'époque de faire un film comme ça. C'est pour ça que je dis que je trouve que c'est un film qui serait accidentellement féministe euh, au regard de 2025, mais ça peut être un regard qui peut être intéressant posé dessus si on s'amuse à inverser les rôles entre les hommes et les femmes dans ce film. C'est très juste ce que tu disais quant un petit peu à dimension féministe. Ah bon, je noterais aussi un truc qui m'est venu comme ça en écoutant Arthur non, et toi juste avant. C'est que ce qui est marrant, c'est que bon, pour prévenir aussi le public, c'est un film qui est quand même un film érotique qui a été distribué comme tel. Il est sorti interdit aux moins de 18 ans, puis il n'a pas évalué comme interdit aux moins de 16 ans, mais il est quand même très explicite comme film, dans la nudité, j'entends. Et ce qui est vraiment drôle, c'est que, en fait, il y a ce décalage à une époque où on parle beaucoup du male gaze, de tout ça, entre justement la représentation de la femme dans le film, qui est très fait pour faire bander le spectateur, quoi, on va dire, et le dégoût des héros. C'est-à-dire que eux, ils sont dégoûtés des femmes, et pourtant, on passe notre temps à nous en montrer enfin, on se dit presque, je pense que n'importe quel mec se dirait, dans le fond, j'aimerais bien être à leur place quand même, de me faire poursuivre par des nanas comme ça. Et comme tu disais, ouais, du coup, ça te met un peu à la position de ce qu'une meuf peut-être vit au quotidien, tu vois. Ouais, il y a un truc méta peut-être qui était pas volontaire, qui est en fait la dimension absurde du film, prend tout un nouveau sens aujourd'hui. Ça fait un peu penser à toutes ces vidéos qu'on a depuis quelques années où ils inversent les rôles, par exemple, si c'est les hommes qui s'occupaient des enfants ou des choses comme ça. Finalement, comme tu le dis, comme vous le disiez très bien, il le fait un petit peu sans forcément le vouloir. Donc je pense que ça a quand même été un peu réfléchi en amont avant de faire le film, hein. Mais il le fait finalement un petit peu, cette espèce d'inversion de rôle qui va venir critiquer finalement ce qui va pas être totalement apparent au début, c'est-à-dire la sursexualisation des femmes ou alors l'horreur des hommes dans cette société patriarcale, etc. En prenant l'inverse, il va finalement le critiquer plus qu'on peut le penser. Ah, et juste avant qu'on enchaîne, je tiens juste à dire, je sais pas si vous avez remarqué, mais si vous êtes un vieillard comme moi, il y a un type à la fin qui joue le chef des militaires
homme, à la fin du film. Je me dis, putain, sa voix me dit quelque chose. Et pendant tout le film, c'est resté. À la fin, je vais sur Wikipédia. Et oui, c'est Claude Pieplu qui était le créateur et la voix des Shadok. Donc, une série TV de l'ORTF avec laquelle j'ai grandi. Pour ma part, j'ai décidé de parler d'un des films les plus cultes de Bertrand Blier, qui est sorti en 1979 et qui s'appelle Buffet froid. Moi, je suis chômeur, et vous? Inspecteur de police. Ça tombe bien. Ben voilà, j'ai un couteau dans le ventre. Et puis ce qui m'emmerde, c'est que le couteau, c'était le mien. Mais c'est pas moi. Ça peut pas être moi. J'arrive. J'étais pas là. Des crimes et des assassins, je m'en farcis toute la journée. Actuellement, je suis pas en service, je mange. Je vous présente l'assassin de ma femme. Très heureux. Attendez-moi. Attendez-moi. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est les foies. Alors, Buffet froid, qu'est-ce que c'est? Je vais vous lire le synopsis qui est aussi étrange que celui de Calmos et aussi étrange que le film. Tout comme quand Alphonse Tram, chômeur, rencontre un individu dans les couloirs déserts du RER. Il le retrouve quelque temps plus tard assassiné avec son propre couteau. Dans la tour immense qu'il habite, il fait alors successivement connaissance d'un commissaire de police et de l'assassin de sa femme, et se retrouve entraîné dans une série de meurtres plus surréalistes les unes que les autres. Alors Buffet froid, c'est un film très très particulier, je trouve, dans la filmographie de Blier, qui flirte souvent avec l'absurde, mais celui-ci, je pense que c'est vraiment celui qui va aller le plus loin, parce qu'il y a vraiment une sensation de non-sens total du début jusqu'à la fin, où les péripéties s'enchaînent et les personnages déclament des répliques qui sont toujours plus drôles les unes que les autres. Les personnages jouent des rôles qui ne sont pas forcément cohérents avec la profession qu'ils jouent. Par exemple, Bernard Blier joue un policier, mais qui en fait n'enquête sur aucun meurtre et ne veut même pas résoudre les meurtres. Il a même une réplique, il me semble, il dit un truc genre, mais non, mais s'il fallait résoudre les meurtres, on s'en sortirait pas, ou des choses comme ça. On a un assassin qui a peur de rentrer chez lui la nuit parce que bah voilà, c'est pas sécurisé la ville la nuit. Enfin voilà, que des personnages comme ça. C'est un film qui est très absurde, c'est très très compliqué d'en parler parce que voilà, c'est comme je l'ai dit, c'est très étrange, c'est très noir, c'est un humour assez noir, assez grinçant. Depardieu y est absolument exceptionnel, Bernard Blier aussi, tous les acteurs sont très bons dans ce film. Et je trouve que c'est un des films de Blier à l'image la plus travaillée. J'aime beaucoup sa manière de cadrer avec cette géométrie des plans systématiques, cette manière de cadrer ses personnages dans des univers, dans des environnements froids, vides, désincarnés, qui reflètent une certaine, voilà, un certain vide dans la vie de ces personnages, une certaine absurdité de la vie contemporaine, on va dire contemporaine de l'année de Buffet froid, mais je pense que à peu près 46 ans plus tard, c'est toujours valable. C'est vide, c'est froid, c'est symétrique, c'est anguleux, il y a de plus en plus d'absurde. Et d'ailleurs, je dis ça, mais la toute fin, il y a une fin dans la forêt qui est encore presque plus angoissante que tout ce qui se passe du coup dans la ville. Enfin voilà, c'est un film qu'il faut voir. Pour moi, c'est de très loin mon film préféré de Bertrand Blier. Je l'adore, j'ai déjà vu 3-4 fois. C'est un film que je pourrais voir et revoir, ne serait-ce que pour ses répliques, là encore. C'est un film qui est très bien écrit, très drôle, et notamment une phrase qui d'ailleurs m'a marqué depuis la première fois que je l'ai vu, c'est Depardieu qui voit quelqu'un qui se retourne, qui est très étonné et qui déclame mais qu'est-ce que c'est que ce pastis, qui me fait mourir de rire, et que voilà, j'adore ce film, je trouve ça très drôle. Il y a pas de musique, tout est toujours très très silencieux, très froid. Enfin voilà, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de Buffet froid, mais Tu parlais de l'image et du des décors. Alors, juste pour le noter vite fait, parce que je vérifiais pendant que t'en parlais, c'est le chef-op des derniers films de Jacques Demy, donc à partir de Lady Oscar, Une chambre en ville, tout ça, qui a fait l'image, et le décorateur a bossé sur des films a bossé sur beaucoup de films, et notamment par exemple Le Samouraï de Melville, donc beaucoup de films urbains. Comme tu dis, ouais, c'est assez dur à résumer l'intrigue, puis c'est complètement absurde. Moi, je voulais commencer à l'évoquer des Calmos, mais pour moi, ça me semblait plus pertinent de commencer à en parler avec Buffet froid et de continuer sur après encore plus enfoncer le clou avec le film qu'a choisi Arthur. Mais comment dire, je trouve, quand j'ai découvert Buffet froid, ça va être le premier billet que j'ai vu assez tardivement, hein, il y a quelques années. J'ai découvert Blier vers 2018-2019, en bon sur un DVD de Buffet froid. Et en fait, en le regardant, je me suis dit, tiens, c'est drôle.
Il y a un mec maintenant qui essaie un peu de faire pareil, mais en naze, un réalisateur français. Et quand tu vois Buffet froid, en fait, et qu'après tu vois des films comme, je pense notamment à ce film policier, là, ce polar avec le mec du Paul Machaut, qu'il a fait juste avant Le Dain. Enfin bref, en fait, Au poste. au poste, ouais, merci. Tu peux pas ne pas penser, ne pas avoir en tête Buffet froid. Sauf que c'est terrible comment Buffet froid met une vitesse à Dupieux, en fait. Et que on sent quand même que cette absurdité qui est quand même relativement propre au film de Blier, encore une fois, là, on parle quand même d'un trio d'acteurs de fou, parce que c'est Depardieu, c'est Jean Carmé, c'est Bernard Blier, du coup. Et il y a toujours un peu cette vibe, moi c'est ce que je notais, un petit peu Audiard, mais post-libération sexuelle, quoi, dans les dialogues. C'est-à-dire, il y a vraiment ce timing très Audiard, quoi, ce truc qui fait que les papas adorent les tontons flingueurs, quoi. C'est cette façon de la réplique. Mais là, Buffet froid, c'est vraiment que des ahuries. Et ça rend le film un peu pince sans rire, mais comme d'ailleurs la majorité des billets. Et pour moi, ouais, c'est aussi j'ai pas vu tous les billets, mais c'est celui un de mes préférés en tout cas, et un de ceux que je trouve les plus intéressants, et tout en étant un de ceux qui a le mieux vieilli, parce que pour le coup, il aborde pas du tout de sujets autour de la sexualité ou quoi, ou de la pédophilie, carrément comme il le fait dans d'autres films de la même époque. Et c'est un film, du coup, beaucoup plus intemporel et qui est aussi, on va dire, qui sort un petit peu de cette dimension très 68 art des autres films. Oui, clairement, Buffet froid, en plus, il est pas du tout ancré dans son époque, comme on pourrait, enfin, comme les autres Bliés d'avant, comme Les Valseuses ou des films comme ça, sont vraiment ancrés dans leur époque. Buffet froid, il l'est d'une certaine manière, mais comme tu l'as dit, il est vachement intemporel. Mais toi qui aimes beaucoup Michael Mann, il y a une phrase qui m'a fait beaucoup rire dans Buffet froid, c'est au début quand Depardieu parle sur le fait de tuer quelqu'un dans le métro et qui dit on pourra tuer un kidam, quelqu'un qui ne manquera à personne. Ça fait un peu penser à Tom Cruise dans Collateral ou bien? Et ouais, mais oui, mais je pense, tu sais, c'est dans les mémoires de Michael Mann, dans ses notes, il cite Buffet froid comme l'inspiration de Collateral. Mais vraiment, non, c'est bien sûr une blague, hein, que tu... Bien évidemment, n'importe quoi ce que je On raconte. va pas. Ouais, il faut débunk un peu le truc quand même. Vas-y Arthur. Ouais, juste rapidement, parce que vous avez déjà à peu près tout dit. Moi, je pense que si tu l'avais pas choisi, c'est celui que j'aurais pris, parce que c'est à peu près, je pense, pas forcément de loin, mais c'est sûrement mon oublié préféré, un peu comme vous, de ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est quand même le plus intéressant, même dans sa construction, même dans la critique qu'il peut faire de la société de son époque par ses grands ensembles architecturaux. Ça m'a fait même penser un peu dans ce côté-là à Jean-Pierre Mocky. D'ailleurs, avant Dupieux, je pense que Mocky s'est inspiré ou se sont auto-inspirés avec Blier également. Dans À mort l'arbitre, par exemple, il y a une espèce de critique de ces grands ensembles de banlieue qu'on peut retrouver également, également chez Blier, ces côtés immeubles sans âme, sans vie, totalement vides, etc. Je pense qu'il y a bien plus que simplement un film drôle où on pense sans rire. Et c'est sûrement, oui, en effet, son meilleur. J'ai pas plus à rajouter que ce que vous avez dit, à part ce petit lien un peu avec Moki, histoire de parler de lui avant qu'on fasse peut-être un jour une émission sur lui, pourquoi pas. En, Non, en je soi, rigole. Mais oui, voilà, bref. Ouais, on pourrait faire carrément une rétrospective complète de toute la filmo de Moki. Je pense que ça pourrait être une idée. Dites-le nous dans les coms si vous êtes chaud. Mais en soi, puisque vous parlez de pont, Blier, d'une certaine manière, ça pourrait être un peu, je trouve, hein, une sorte de justement de pont avec maintenant de notre côté Dupieux qui nous est contemporain, que moi j'aime beaucoup, contrairement à toi, Lucas, et je pense à Louise Buñuel, mais Buñuel, vous savez, un peu dernière période, quoi, période fantôme de la liberté ou le charme discret de la bourgeoisie. Quand tu vois un film comme Les Acteurs, par exemple, ça me fait typiquement penser à du Buñuel, quoi. Et pour moi, Blier, il vogue un petit peu entre ces deux catégories-là d'humour absurde en tout cas, tout en gardant vraiment une manière de déclamer ses répliques, une écriture que Dupieux n'a clairement pas. Dupieux, moi je trouve que contrairement à ce que tu dis, Dupieux il est quand même beaucoup plus dans un esprit un peu plus limite gaguesque. Quand je pense que tu parles de Au Poste ça reste quand même beaucoup plus gaguesque que Buffet froid par exemple. Tu vois, Buffet froid ça reste Ouais, vraiment mais au poste, t'as une sorte quand même
tu sais, et chez d'ailleurs la plupart des Dupieux, il y a quand même une volonté esthétique, mais qui est un peu vide. C'est justement ce que je reproche à Dupieux, c'est en fait, il a un amour des belles images, mais tu sais pas pourquoi. Il sait pas ce qu'il veut en faire, il sait pas pourquoi il filme ça comme ça, juste il trouve ça joli. Et il a cette esthétique, ses premiers films, alors, je parle pas de ses premiers films, hein, où visiblement il était pas au courant qu'il fallait étalonner l'image, que quand la caméra te sort une image en haut, en fait, t'es censé l'étalonner derrière, mais avec l'image complètement flat. Mais du reste, j'ai pensé au Poste parce que Poste c'est son premier qui est vraiment, je dis, à ce rapport au décor, à l'urbanité. Mais là où tu parles de Buñuel, évidemment, moi aussi je pensais à Buñuel. On peut faire un lien d'ailleurs entre Blier et Buñuel, mais là où Blier c'est vraiment purement de l'humour, on va dire, et Buñuel, et qui a pour volonté d'être juste qu'à ce côté. 1368 art, il est interdit d'interdire, provoque pour provoque, quoi. Buñuel, il y a un même rapport à l'absurde, c'est vrai, du coup très surréaliste, mais en même temps, c'est quand même un petit peu, enfin, je veux dire, quand tu parlais du charme discret de la bourgeoisie ou du fantôme de la liberté, je pensais aussi à... C'est vraiment des films où, pour le coup, tu peux pas t'empêcher de ne pas penser, de ne pas y penser quand tu as du Dupieux ou vice-versa, mais on est quand même sur un autre level, quoi. Mais même quand on voit chez Blier, parce que l'ange exterminateur de Buñuel, si on enlève de l'ange exterminateur la critique acerbe de la bourgeoisie, on est quand même dans quelque chose proche parfois de Buffet froid, dans ce côté enfermement, impossibilité de sortir de cette tour, comme dans l'ange exterminateur, ils n'arrivent pas à sortir, enfin il y a une impossibilité de sortir de cette maison bourgeoise. Il y a quand même dans la gestion de l'absurde des choses qui se rapprochent un petit peu, c'est pas déconnant en effet de les comparer, même si le message de fond est pas le même. Je pense pas qu'il y ait chez Blier une volonté forcément, une critique acerbe de la bourgeoisie. On a une manière de gérer l'absurde qui est un peu similaire pour des sujets souvent différents, mais avec une manière de faire proche finalement. Ah, juste une seconde, j'étais en train de revérifier les filmographies dont je parlais au début du décorateur et du chef opérateur, donc le décorateur Théo Balmeris et le chef Jean Penzer, parce que je ne les ai pas nommés. Je viens de voir que le décorateur, bon, j'avais dit qu'il avait bossé sur le samouraï, en fait, il a bossé sur le samouraï et l'armée des ombres, le cercle rouge, un flic, enfin, tous les Melville quoi, à partir du samouraï. Mais il a surtout bossé sur Playtime de Jacques Tati. Et ça, c'est pas con aussi de. Bon, c'est un autre type d'humour, mais quand on voit dans Playtime de Tati le rapport justement à la ville, la manière dont c'est mis en scène, c'est Il y a un vrai lien à faire intéressant de le citer, entre la ouais. première partie de Playtime, ouais, effectivement, et Buffet froid, clairement. La manière de l'architecture, il y a clairement un lien. Ouais. Donc pour finir, alors, c'était l'histoire de pas faire dans une redite, sinon c'est pas forcément celui que j'aurais choisi. Je pense qu'il a fait mieux dans les années 60-70, en tout cas au début de sa carrière, mais à peu près de la même époque que Buffet froid ou que Calmos dont on a déjà parlé. Donc j'ai essayé d'en prendre un de ces derniers que j'avais trouvé très intéressant également quand je l'avais vu. C'est Le bruit des glaçons, avec du coup Jean Dujardin et Albert Dupontel. Je suis votre cancer. Ah bon? Va quand même pas me buter, ce con-là. Faut pas ce qui s'oppose. Ah, votre femme vous a quitté. Votre Goncourt, vous l'avez déjà eu. Vous en aurez pas un deuxième. Vous buvez comme un con. Faut pas avoir en même temps un cancer et la femme de ma vie qui se débine. Alors des emmerdes, oui. Mais pas toutes les emmerdes. Je suis un écrivain célèbre. C'est pas un petit merdeux avec une tête de furoncle qui va m'envoyer dans le sapin. Parlez-moi poliment, sinon je vous fais un pancréas. Très rapide, le pancréas. Alors ça partait mal sur le papier parce que je suis pas un grand fan de Dujardin, encore moins de Dupontel, qui d'ailleurs peut également faire partie des nombreux peut-être réalisateurs à avoir pas copié, mais en tout cas référencé et rendu hommage à Blier au cours de sa carrière pour ce côté très absurde, même si je préfère largement Blier à Dupontel. Voilà, donc Le bruit des glaçons rapidement, grosso modo c'est un auteur alcoolique et, au bout de sa vie qui est joué par Jean Dujardin et qui un jour reçoit la visite chez lui, dans sa grande villa, de son cancer, qui est représenté sous les traits d'Albert Dupontel et qui va lui faire vivre un véritable enfer pendant, que le film dure 1h30, quelque chose comme ça, ouais, pendant 1h20. Et alors que lui, finalement, ne veut pas mourir malgré l'autodestruction qu'il s'impose, soit par son incapacité à de nouveau écrire ou des choses comme ça. Moi, j'avais trouvé ça, alors ce sera pas le cas forcément de mes camarades, mais j'avais trouvé ça à l'époque assez drôle. On retrouve ce côté absurde, même si dans un huis clos vraiment total, plus que dans Buffet froid, parce qu'on est vraiment limité à une terrasse et une pièce à l'intérieur, grosso modo. Enfin, ça reste très limité en espace,
Mais j'avais trouvé ça quand même assez fonctionnel. Ça fonctionnait vraiment bien. C'était assez drôle. On retrouvait finalement le Blié peut-être des débuts peut-être moins trash et moins cucu, mais moins cul, pardon, mais avec une volonté d'avoir des beaux textes bien écrits, etc. Alors oui, je serais d'accord sur moi ce qui va se dire après. Je l'ai choisi un peu à défaut, l'histoire de parler un peu de sa carrière récente et ayant moins aimé les acteurs, qui pourtant est plutôt pas mal. Dujardin et Dupontel ne sont pas Rochefort, ne sont pas Marielle, ne sont pas Depardieu, ne sont pas Devers. Et c'est vrai que les textes de Blier, aussi bien écrits puissent-ils être, résonnent beaucoup moins bien dans leur bouche à eux deux que dans la bouche des acteurs et des films qu'on a pu citer jusqu'à maintenant. Mais quand même, le film fonctionne plutôt bien et m'a rendu sympathique Jean Dujardin, ce qui est quand même exceptionnel. C'est vrai que je peux pas le supporter. Ce que j'avais grosso modo à dire. Pas forcément le meilleur conseil des trois. Voyez plutôt avant Calmos et Buffet froid. Mais si vous avez fait le tour de début de vie, de début de carrière, pourquoi pas aller vers celui-ci et également les acteurs que Jordan avait déjà cité tout à l'heure, qui sont quand même dans le haut, disons, du panier de ses dernières années de vie et de ses dernières réalisations. Et qui renoue celui-là un peu plus, au-delà de l'hommage finalement, qui peut rendre dans les acteurs, par exemple, aux acteurs, qui renoue peut-être un peu plus avec ce qu'il a pu produire au début de sa carrière, dans le côté un peu absurde de représenter sous les traits d'une espèce d'ordure le cancer. C'est assez rigolo, ça fonctionne plutôt bien. Mais pour moi, en fait, tu as évoqué déjà ce que je comptais dire, parce que personnellement, c'est un film, je comptais pas parler, mais je pense que c'est intéressant du coup de le mettre en parallèle avec les films qu'on a évoqués avant, notamment de l'importance de l'acteur dans les films de Blier. Parce que moi, Le bruit des glaçons, c'est un film, je trouve, qui fonctionne pas du tout. Il y a un problème de ton, et le problème de ton vient, alors, moi, pour le coup, j'aime bien Jean Dujardin, il me fait mourir de rire dans OSC 117. Mais il me fait presque, tu vois, je disais que j'aime pas Dupieux, mais il me rend presque sympathique Le Dain, quoi, par exemple. Mais Le bruit des glaçons, il y a ce Albert Dupontel, que je peux pas blairer pour le coup, et qui je trouve est un très mauvais cinéaste, hein, faut le dire, mais un acteur aussi piètre, un piètre acteur. Et en fait, ça fonctionne pas. Son personnage, je parle pas du texte, hein, mais la manière dont il le joue, mais c'est volontaire qu'ils sont en décalage, quoi, parce que c'est complètement absurde. T'es chez toi, t'as un boug, il arrive, il te dit je suis ton cancer. Mais en fait, c'est frustrant de se dire putain, en fait, on retrouve vraiment tout oublié, quoi. En plus, c'est un film vraiment, à part les acteurs, très petit budget, qui fonctionne quasiment comme tu dis dans un huis clos. Il y a quelques scènes à l'hôpital, mais sinon tout le reste, c'est tourné dans un mas qui est d'ailleurs littéralement à 10 bornes de chez moi, quoi, dans le Gard, pour l'anecdote. Et parce que j'ai reconnu, j'ai reconnu, je me suis dit, mais attends, c'est pas Saint-Félix de Balcar, ça? Enfin bref. Et je viens de vérifier, c'était bien là que c'était tourné. Et ouais, bah il y a cette frustration de se dire, putain, mais presque, t'imagines si ça avait été Michel Blanc et Depardieu, quoi, avec cette relation un peu toxique à la tenue de soirée, ce décalage, ou même, je sais pas, un Marielle et un Rochefort, par exemple. Là, putain, ça aurait eu la portée d'être un film excellent. Et malheureusement, bon, bah, c'est Dupontel. Et je trouve qu'en fait, presque enfin, moi, en tout cas, dans ce que j'ai vécu du film, ce que moi j'ai ressenti, c'est qu'en fait, Dujardin, ouais, est sympathique, mais à chaque fois qu'il y a des interactions avec son cancer, en fait, on finit par en avoir plus rien à foutre. Ce qui nous intéresse, c'est l'évolution de son personnage, quoi, son cancer à lui, mais c'est même pas une métaphore, c'est comment on dit, une allégorie, enfin, ce Personnification. personnage qui a... Ouais, personnification, merci, monsieur le professeur, du cancer. En fait, on l'oublie au fur et à mesure du film, tellement ça aurait pu fonctionner sans ça, quasiment, quoi. Et c'est Dupontel qui fait du Dupontel, qui a l'air d'un ahuri, complètement à côté de la plaque au niveau, j'entends, de la justesse de son jeu. Bon, voilà, ça fait que c'est un film qui m'est vraiment pas très sympathique, et je l'ai découvert pour l'occasion quand tu as conseillé, Arthur. Je vous le recommande quand même, hein, parce que bon, c'est un film, j'ai l'impression, de ce que j'ai pu voir des avis, lire sur Internet, c'est qu'il y a autant de gens qui l'aiment bien que de gens qui trouvent ça à chier. Donc, c'est vraiment une question de votre ressenti personnel, je pense, pour ce coup-là. Mais moi, je n'apprécie pas du tout. Et comme je disais, en fait, le voir remet en perspective justement les qualités, les défauts, et ce qui fait aussi que Blier, ce qui fait ce changement d'acteur, en fait, fait ressortir donc l'importance du choix des acteurs chez Blier, quoi.
Il y a de ces réalisateurs qui ont besoin vraiment d'acteurs. Ah, je suis plutôt d'accord. Par contre, ce qui est drôle, c'est que j'ai un ressenti complètement différent du tien, Lucas. Moi, c'est l'inverse. Je trouve que Dupontel se marie, Dupontel que j'apprécie pas particulièrement, hein, soit dit en passant, mais je trouve qu'il se marie plutôt bien à l'univers de Blier. Il est un peu à côté de la plaque, mais il a un personnage un peu fantasque, donc à la limite, ça me choque pas plus que ça. Par contre, je trouve que c'est Dujardin qui, pour le coup, a vraiment, vraiment du mal à se fondre avec le style Blier, avec pour moi, il y a quelque chose qui colle pas dans le ton, et pire que ça. Et ça, pour le coup, c'est vraiment dommage pour lui. Je trouve que le vrai problème, c'est que on imagine terriblement Depardieu à sa place. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, il y a un monologue en fait de Dujardin qui parle à son médecin, enfin avec avec le médecin, et ce monologue-là, je l'ai tout de suite imaginé avec un Depardieu, vous savez, période les valseuses, tout de suite, voilà, déclamer ce genre de truc avec sa manière qu'il avait de dire des répliques chez Blier, et c'est terrible de dire ça, de se dire on imagine un autre acteur à la place de celui qui a été choisi. Après, il y a des jolis moments, il y a des moments. Je trouve que le plus fort dans Le Bruit des glaçons, en fait, c'est ces moments un peu suspendus, un peu poétiques qu'on voit souvent quand même chez Blier, et peut-être même plus souvent à partir des années 2000, ces moments un peu suspendus, un peu empreints de poésie. Après, voilà, Dujardin arrive à apporter une certaine gravité peut-être dans le regard, dans la manière dont il habite le cadre ou les choses comme ça. Après, voilà, moi, c'est pas forcément un film que je trouve exceptionnel. Je trouve que c'est assez sympathique à regarder. De toute façon, tous les films de Blier, à minima, je les trouve sympathiques à regarder, donc ça ne me pose pas de problème. Par contre, un truc que vous avez pas du tout parlé, c'est-à-dire que moi, je trouve que c'est même pas forcément un film sur un gars qui doit vivre avec son cancer, c'est surtout un gars qui vit avec son alcoolisme. C'est un film terrible sur un type qui s'autodétruit en fait à cause de son alcoolisme, comment il devient addict, comment il est dans le déni, comment il va jusqu'à s'autodétruire, jusqu'à tout perdre, perdre sa vie de famille, perdre sa femme, perdre limite et presque son fils. C'est pour cette partie-là, il y a un côté très très triste qu'on n'a pas forcément dans les Blier d'habitude, qui est un peu renforcé en plus avec cette histoire de sa servante qui elle aussi a un cancer, qui elle aussi est personnifiée, et qui a une histoire un petit peu parallèle à celle de Dujardin, et qui se finit plutôt en happy end malgré une scène qui est assez drôle, un petit peu absurde également vers la fin. Mais voilà, c'est surtout un film qui est souvent empreint d'une certaine mélancolie, contrairement aux deux autres dont on a parlé, et qui peut valoir le détour par rapport à ça. Et puis bon, malgré tout, j'ai quand même beaucoup ri, moi, et je vais certainement arrêter mon intervention là-dessus, mais il y a une scène où vraiment j'ai explosé de rire, c'est quand à un moment donné, il y en a un qui dit monsieur a une tumeur au cerveau, et on entend un ah, olé, et d'un coup, il y a une apparition de guitariste qui se met tous à faire de la guitare, et moi, perso, ça m'a vraiment fait hurler de rire, parce que ça sort tellement de nulle part, que tout de suite, voilà, c'est l'humour par l'absurde, par un petit peu le choc humoristique. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Après, voilà, des trois films, je Après, pense que c'est le plus faut faible. dire que t'es quand même, pour connaître ton humour et tout, t'es quand même très bon public et pas difficile niveau van, Jordan. Ok, ça sera coupé au montage, hein, de toute façon, hein, tu le sais. Hein. Le dictateur qui veut pas qu'on le sache. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur ce qu'on avait à dire sur les trois films que l'on a choisis aujourd'hui pour rendre hommage à Bertrand Blier. On vous en conseille évidemment plein d'autres, comme c'est plus connu, Les Valseuses ou Tenues de soirée, que l'on a déjà évoqués, malgré leur côté que l'on pourrait trouver un petit peu daté de nos jours. Et à titre personnel et afin de conclure, je vous conseillerais à nouveau Les Acteurs, sorti en 2000, parce que Les Acteurs, c'est une des plus grandes distributions du cinéma français, d'acteurs et d'actrices qui jouent leur propre rôle. C'est une des dernières apparitions de Jean-Paul Belmondo, c'est une des dernières apparitions d'Alain Delon, et peut-être la dernière fois qu'il est touchant dans un dialogue en hommage à ceux qui nous avaient déjà quittés, comme Gabin, Ventura, Montand ou Signoret. C'est aussi un des derniers rôles et un très beau monologue de Maria Schneider, remerciant Blier pour sa scène. Les Acteurs, c'est un formidable hommage aux acteurs à qui Blier devait beaucoup, dont la moitié nous ont quittés au cours de ces 25 dernières années. C'est également un aveu de Bertrand à son père Bernard, dans une dernière scène, déjà d'une grande mélancolie, où le fils avoue à son père au téléphone qu'il lui manque, mélancolie décuplée, maintenant que lui-même nous a quittés. Ça c'est bon aussi. David Lynch, alors ça c'est un mec
sur lequel je pompe. Pas quand je tourne, je pompe. Là, par exemple, quand je sais pas comment faire un plan, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il ferait ce con de Lynch? Alors il ferait ça, il se mettrait là, puis il ferait ça, d'accord. Bah faisons-le, alors on le fait, ça marche.